approprier l'outil, ce qu'on vous propose effectivement, parce qu'au cours de ce webinaire, vous allez pouvoir échanger, poser des questions et faire pratiquer des sondages. Donc, en haut à droite de votre écran, vous avez une flèche, vous cliquez dessus et donc vont s'ouvrir sur votre droite 3 onglets. Un onglet de chat sur lequel vous pouvez échanger. Nous avons une équipe en back-office qui peut répondre à vos différentes questions, connexion, mise au point ou autre. Questions, dans lequel effectivement vous allez pouvoir poser des questions, dans lequel nous allons, au cours de ce webinaire, pouvoir vous répondre. Et puis troisièmement, sondage. Nous allons vous poser 3 à 4 questions au cours de ce webinaire. Donc, dans la rubrique sondage, vous aurez un point rouge allumé. Donc, quand on engagera nos questions, vous cliquez sur sondage et vous pouvez participer activement à ce webinaire. Merci Vincent. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'outils de webinaire, donc tout le monde n'a peut-être pas l'habitude d'utiliser Livestorm, donc c'est l'occasion un peu de… Voilà, l'occasion de tester, de pouvoir effectivement être acteur. Et vivre l'expérience à fond. N'hésitez surtout pas à intervenir avec les questions et puis s'il y a des sujets techniques, comme le rappelait Vincent, allez sur le chat. Donc, nous sommes déjà 22, on est encore en avance, c'est très bien. Et rassurez-vous, on finira à l'heure comme nous y sommes engagés. Bien. Bon, il nous reste on a encore un petit peu de temps. On peut nous en profiter pour répondre à notre appel d'offres qu'on vient de recevoir ce matin. Là, Vincent, qu'est-ce que tu en penses? Non, peut-être pas 1000 minutes. 10 minutes, ça va être court et on va monter. Mais pour autant, on peut améliorer notre efficacité. Alors, des soucis avec le chat? Non, tout se passe bien? a priori, on a plein de petits bonjours. Donc, bonjour Alexandre Léger, bonjour Olivier Duquesne, bonjour Bruno, Antonietti, Daniel, Guy. Bonjour. On voit qu'on a aussi pas mal de collègues. Plaisir de vous retrouver. Dernière ligne droite avant les fêtes de fin d'année. 10h59. Parfait. Est-ce que notre ami Alexandre Perga nous entend d'ailleurs? Bonjour Philippe, bienvenue. Alors, un bref rappel aux derniers arrivants. On va reprendre pour l'utilisation de l'application webinaire. Vous avez en haut à droite de votre écran une flèche sur laquelle on vous invite à cliquer. Une fois cliqué, vous allez avoir 3 onglets qui vont apparaître. Un onglet chat qui permet effectivement d'échanger avec une autre équipe en back-office pour des problèmes de connexion, de compréhension du sujet. Un onglet questions. Vous pouvez nous poser des questions et nous allons faire le maximum pour pouvoir y répondre pendant cette heure. Et puis, troisièmement, une rubrique sondage. On va vous solliciter dans ce sondage et donc, quand on va passer à cette étape de questionnement, en cliquant sur sondage, vous avez un point rouge qui s'affiche et donc les questions et vous pourrez nous envoyer en live vos questions qui nous permettront effectivement de nourrir nos échanges de cette heure. Exactement. Bon, je vois qu'il est 11h pile, que beaucoup de personnes sont arrivées. Notre grand témoin, Alexandre Perga, est également connecté. Donc, merci Alexandre pour votre présence. Bon, j'ai vu pas mal de noms circuler, donc on ne peut pas saluer tout le monde, mais le cœur y est. Donc, pour commencer, l'objet aujourd'hui de notre réflexion et notre partage, c'est booster votre taux de succès et répondre avec efficacité au niveau de vos appels d'offres. Alors, l'idée, c'est surtout de partager avec vous une méthode, parce que finalement, un appel d'offres, c'est une compétition. On ne sait pas toujours qui on a en face. Dans une candidature, tout dépend de l'état dans lequel on se retrouve. Complètement. Et une compétition, c'est comme dans le sport, c'est finalement marquer un but de plus que l'autre ou faire une erreur de moins que l'adversaire. Et comme on ne sait pas quelle erreur il fera, notre engagement, notre objectif en tant que professionnel, c'est de s'assurer de faire un maximum, un minimum de fautes et donc d'être le plus efficient possible à chaque étape. Et c'est ce qu'on va partager, avec vous. Alors, pour se présenter, pour ma part, Frédéric Delors, donc un des associés fondateurs de l'entreprise, une 20aine d'années d'expérience sur les métiers du commerce, tant dans le domaine du privé que du public, pour des petits dossiers dans le cadre des bureaux d'études,
de quelques dizaines de milliers d'euros. On a également à répondre à des appels d'offres, comme pour des marchés à plusieurs dizaines de millions d'euros dans le domaine des infras. En tout cas, ravi de partager ce moment avec vous. Donc moi-même, Vincent Finâtre, associé TOPS depuis 5 ans maintenant, mais 30 ans dans le métier du BTP, dans des fonctions projet pur et dur, puis commerce et développement, où effectivement j'ai découvert que la rigueur de la réponse à l'appel d'offres pouvait nous aider en tous les cas à améliorer nos conquêtes. Donc un plaisir de pouvoir partager en tous les cas cette méthode avec vous ce matin. Exactement. Et bonjour à Alexandre qui se présentera dans la deuxième partie. C'est le grand témoin, Alexandre Perga, qu'on a accompagné au niveau notamment d'un des dossiers. Il nous expliquera en quoi, comment on peut finalement intégrer une société pour gagner du temps et augmenter son taux de transformation. Et vous avez aussi à l'écran, mais il est timide, donc il restera en backup aussi pour vous aider dans vos projets. C'est Jean-Bernard Salvan, un de nos associés que beaucoup connaissent aussi parmi les participants. Voilà par rapport à la présentation. Alors, un mot sur l'entreprise. Rapidement, TOPS Consult existe depuis 2008, depuis 12 ans aujourd'hui. Et le métier de TOPS Consult, finalement, c'est d'être le 12e homme. Autrement dit, d'accompagner l'entreprise, d'accompagner les entreprises pour leur donner un coup de main très opérationnel dans leur processus commercial. Donc, ça va autant de l'amélioration de l'efficacité commerciale que d'accompagner concrètement les clients pour aller chercher des affaires, ouvrir des portes au niveau des grands comptes, former des équipes. Voilà. Pour mémoire, TOPS Consult veut dire transformation des organisations, des process et de la stratégie. Donc, un point aussi important, on l'abordera plus tard, notamment pour certaines réponses à appel d'offres, c'est de mettre dans l'équipe des gens qui connaissent votre secteur d'activité, ce qui permet d'apporter pas uniquement de la méthode, mais également un retour d'expérience opérationnelle et d'apporter aussi de l'expertise et voire du réseau. Exactement. Souvent, on fait la voix du client. On oublie parfois parce qu'on est tellement focus sur notre cahier des charges et par le temps qui passe. Donc, un mot sur les enjeux de nos clients, en fait. Pourquoi est-ce qu'ils font appel à nous? Donc, on va d'abord dérouler le programme. D'abord, on va vous questionner sur un ou deux sondages exactement, pour avoir un peu votre avis, vos retours d'expérience et partager ensemble vos principaux enjeux. Ensuite, on vous présentera la méthode. Une méthode qui est structurée, qui est éprouvée. J'ai envie de dire, pour mal commencer ce webinaire, on ne sait pas ce qu'il faut pour gagner. Voilà. Par contre, on sait ce qu'il ne faut pas faire. C'est une de nos spécificités chez TOPS, c'est effectivement d'associer les compétences. On n'intervient jamais seul dans les missions, mais on associe les compétences qui nous paraissent répondre à vos attentes. Ensuite, le point central, et c'est ce pourquoi vous êtes en nombre aujourd'hui au niveau de ce webinaire, c'est le retour d'expérience concret d'un de nos clients. Donc, Alexandre Perga se présentera d'ici une quinzaine de minutes, et il est évidemment présent puisqu'on l'a vu. Merci d'être là, merci pour votre confiance, Alexandre, et puis pour votre temps. Et ensuite, ce qui est intéressant évidemment, c'est qu'à l'issue de l'intervention de M. Perga, c'est de pouvoir avoir ce moment de questions-réponses en toute simplicité et d'une façon très opérationnelle. Donc, pour les questions, de la même manière, toujours pareil, l'application, le volet de droite dans lequel vous pouvez poser vos questions en cours ou après l'intervention, effectivement, de notre témoin, Alexandre. Exactement. Merci Vincent. Alors, les principaux enjeux de nos clients. Pourquoi est-ce que nos clients nous appellent? D'une part, le premier enjeu, c'est qu'on a un projet important. On a l'habitude de travailler d'une certaine façon. Allez, on va parfois grossir le trait, on fait parfois du copier-coller d'un dossier sur l'autre, oui, parce que le temps passe vite. Donc, de notre côté, si c'est un copier-coller d'une affaire qui était soignée, pourquoi pas, mais dans la durée, on ne peut pas imaginer que toutes les réponses soient uniformes et conformes à tous les cahiers des charges. Donc, premier sujet, c'est concevoir une offre innovante. Et là, on vous aide à faire des séances de créativité et notamment à réfléchir à des offres qui sortent un petit peu du lot, en tout cas qu'on n'aurait pas l'habitude de faire. Deuxième point, et là je me rappelle d'ailleurs du propos
d'Alexandre quand il m'avait appelé il y a quelques années sur son dossier. Et le sujet, c'était de ne pas avoir de trou dans la raquette. Voilà. Et l'intérêt d'avoir un prestataire, d'avoir une société de services qui va structurer, va rythmer le projet, on va caler les réunions et on va sécuriser chaque étape du projet. Troisième point, souvent, on a travaillé depuis des mois sur plusieurs appels d'offres et ils arrivent en même temps. Ça, c'est du classique. Et à un moment donné, il manque de la bande passante. Il va manquer la ressource souhaitée sur le projet dédié. Vous avez 3 à 4 projets en même temps. Et malheureusement, l'organisation de tout cela est toujours difficile à faire. Je pense que c'est un constat que nous avons tous fait dans nos métiers respectifs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette méthode, et c'est pour ça que TOPS Consult, dans sa proposition de service, en tous les cas, permet d'être un booster momentané sur des sujets particuliers. Et surtout, ne pas rater le timing et les étapes. Surtout quand on imagine le temps passé en prospection avant, c'est très préjudiciable d'être obligé de faire un no-go. Donc, alors, il est clair qu'on ne va pas travailler sur la structure du prix. Par contre, on va travailler sur la partie purement accompagnement. Premier sondage, un peu à vous de travailler. Voilà. Pour l'instant, on s'est présenté, donc on va vous écouter. On va essayer de partager en fait nos expériences sur le sujet. Donc, la première question d'emblée qu'on pourrait vous poser tout simplement, c'est comment appréciez-vous vos offres? Quelles sont, franchement, est-ce que vous êtes au top et vous êtes curieux de connaître ce que pour TOPS Consult pourrait encore améliorer? Est-ce que c'est bien une fois sur 4, une fois sur 5 ou une fois sur 2? Peut mieux faire, une expression très française, mais qu'on retrouve souvent, ou alors on est souvent insuffisant et on est venu voir ce que TOPS Consult pourrait nous proposer. Donc, effectivement, on vous propose de répondre à ce sondage. Il est ouvert et donc on vous invite à pouvoir cliquer sur la case sondage et à pouvoir répondre à l'une de ces questions en toute franchise, et ce qui va nous permettre effectivement de pouvoir partager en fait ce constat sur nos études, sur nos offres commerciales. Parce que bien souvent, on perd des offres et on essaye effectivement d'améliorer notre taux de transformation. Notre sujet dans l'année 2021 qui démarre, c'est bien effectivement d'améliorer notre conquête, d'arriver à mieux cibler nos affaires et surtout, de bien comprendre les attentes du client pour pouvoir répondre. Donc Vincent, merci pour ce premier sondage et votre participation. À une grande majorité, c'est peut mieux faire. Voilà, ce qui est normal. Hein, je crois qu'on est dans un processus d'amélioration continue. Et du coup, d'où l'intérêt de continuer à partager ensemble ce moment pour améliorer le fond comme la forme d'ailleurs. Hein. Alors, premier point, finalement, un des points essentiels, c'est pas tant de dire on y va, c'est est-ce qu'on y va? Pourquoi on irait? Est-ce qu'on connaît le projet? Est-ce qu'on connaît le client? Est-ce qu'on connaît les enjeux du client et du projet? Est-ce qu'on connaît les enjeux des parties prenantes? Est-ce que dans ces parties prenantes, quand on parle quel que soit le type de projet, est-ce qu'on connaît la personne qui va nous être favorable? Est-ce qu'on connaît la personne qui est contre nous par référence? Tout ça, ça nous permet quand même d'environner ces affaires, d'environner le contexte qui va nous permettre de faire un bon logo sur une opération. Et au-delà de la connaissance du client et de ses enjeux, qui était un point clé, parce qu'on est capable, il faut faire des logos. Hein. La stratégie, c'est l'art de faire les choix, et de temps en temps, c'est aussi l'art du reniement. C'est une fois qu'on a envie d'y aller, c'est ce qu'on a les ressources. Et ce moment-là, il est clé, et c'est là où on peut également vous apporter un coup de main complémentaire. Donc, le premier point, c'est le moment clé du go-no-go. Du coup, après, on va rentrer dans le déroulé. Avant de rentrer dans le déroulé, peut-être un deuxième sondage, Vincent. Oui, en fait, on va essayer de préciser. On va rentrer dans l'entonnoir et on va préciser un peu les choses, mais au-delà du fait d'apprécier vos offres, peut mieux faire, c'est un peu le constat majeur, c'est quels sont les manques fréquents qui vous permettent de dire qu'on peut mieux faire. Quels sont les manques en termes d'analyse des attentes du client? Est-ce qu'on a bien écouté les enjeux? Est-ce qu'on les a bien traduits? Est-ce qu'on a bien écouté les besoins? Est-ce qu'on a un manque de ressources humaines au sein de nos équipes à l'instant T? Est-ce que c'est un manque d'innovation, de différenciation? Ça voudrait dire aussi qu'on a peu ou pas apprécié les qualités de nos concurrents. Une mauvaise appréhension de la carte des acteurs. On dit toujours, les décisions aujourd'hui ne sont plus le fait d'un seul homme ou d'une seule femme. L'absence d'une bonne synthèse de l'offre, parfois, effectivement, le temps nous manque et il manque ce fameux format A4 final dans lequel on va avoir la quintessence de nos idées, de ce qu'on souhaitait exprimer. Et puis enfin, le manque de préhension de nos points faibles. Nous avons tous, effectivement, dans nos équipes des points faibles, dans nos entreprises des points faibles. Et le mieux, c'est effectivement de les appréhender au regard des enjeux du client. Ça, c'est souvent dans les petites astuces qu'on a plaisir à glisser aujourd'hui avec vous, entre guillemets, même si ce n'est pas révolutionnaire. Il y a un point essentiel que vous devez garder en tête, c'est la notion d'analyser et de préempter vos points faibles. Voilà.
je vous invite à aller sur le sondage et pouvoir, dans le cas présent, avoir plusieurs choix. C'est une question à choix multiples. Donc, vous allez pouvoir effectivement nourrir un peu notre réflexion. On est à l'heure actuelle, on est connecté, on doit être près d'une quarantaine. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est de pouvoir partager sur ce sujet et pouvoir nourrir la réflexion. Bon, clairement, aujourd'hui, ce qui ressort, pour partager un peu avec vous, sur les 72 participants, donc un manque d'analyse des attentes et des enjeux, majoritairement, un manque d'innovation ou de différenciation, et enfin, un sujet sur la notion de préempter les points faibles. Donc, on va rentrer justement dans le déroulé, dans la proposition un peu d'une démarche méthodologique structurée. Voilà, donc une première étape, vous voyez bien en haut à gauche le go, donc c'est-à-dire qu'on a décidé d'y aller, on pense qu'on a des ressources et surtout qu'on a fait un travail en amont. Ça veut dire tous ces points de réflexion préalables sur le client, l'objet, on a décidé d'y aller. On a bien fait un état des lieux en fait, du sujet, de l'objet, du client, et donc on a décidé d'y aller. Oui, c'est un point important ce que tu évoques, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir une approche méthodologique structurée. Est-ce qu'on a travaillé en amont? Ce n'est pas l'objet de notre webinaire, mais il y a tous les enjeux de ciblage d'un marché et de travail en amont par rapport à l'intérêt ou pas de se positionner sur une affaire. Mais là, on est sur une affaire, on a décidé d'y aller. Premier point sur lequel on intervient assez souvent, c'est définir la stratégie de réponse pour notamment poser les véritables enjeux, recenser la carte des acteurs. Très souvent, quand on commence sur un projet, on prend la carte des acteurs avec notre client, on la repasse au crible. Ce n'est pas uniquement ce qui est exprimé dans le cahier des charges, c'est vraiment d'essayer de comprendre quelle est la matrice décisionnelle. Et pour chaque acteur, il faut en identifier 2 ou 3. C'est rarement une seule personne. Ça aussi, c'est un piège quand on pense qu'on ne connaît qu'une seule personne. Il y a souvent un environnement décisionnel. C'est vrai au niveau des rencontres. C'est encore plus vrai au niveau du secteur public. Deuxième volet, à partir du moment où on a identifié les acteurs et qu'on a compris leurs besoins, il faut les hiérarchiser. Quels sont les besoins qui nous semblent clés? Quels sont les besoins qui nous semblent critiques? Et ça, c'est une démarche au regard du premier sujet qu'il faut bien valider. On est bien dans une étape où il faut évaluer le niveau de relation qu'on a avec les personnes qui sont dans le comité de décision pour pouvoir avoir une hiérarchisation et une évaluation la plus précise possible. Et un des points intéressants quand nous intervenons, et probablement qu'Alexandre, vous y ferez référence, c'est que c'est aussi l'intérêt d'échanger, de se poser, de sortir le nez du cahier des charges parce qu'on a une date butoir et de pouvoir se challenger les uns les autres par rapport à notre compréhension de la carte des acteurs et de leurs besoins. Et vous verrez, et vous l'avez peut-être déjà vu, qu'il y a souvent débat. Ensuite, fin de la première étape, donc on a arrêté la stratégie. On est clair sur la façon dont on va travailler pour aborder cette deuxième et troisième étape. Tout à fait. Deuxième temps, à partir du moment où on a une stratégie claire, il faut qu'on construise l'offre. Et très souvent, dans notre approche technique, le défaut serait et souvent de n'envoyer qu'un mémoire technique extrêmement fouillé et précis. Il faut juste garder en tête que tous les décideurs ne vont pas forcément rentrer dans le détail et qu'on a le devoir, en tant que société technique et commerciale, de présenter une synthèse d'offres qui tourne autour de 3 éléments clés. Un, c'est comment je crée la confiance. Deuxièmement, c'est quels sont les bénéfices que j'apporte à mon client. Et la troisième chose, c'est comment est-ce que je me différencie. Et un petit moyen mnémotechnique, on dit souvent que pour faire du commerce, il faut avoir du PIF. Les 3 dimensions du PIF sont performance, image, finance. Quand vous réfléchissez aux notions de confiance, de bénéfice client et d'éléments différenciants, gardez en tête cette notion de PIF pour déjà explorer ces 3 dimensions. Ensuite, il est important de construire une synthèse d'offres, de se mettre à la place du client. Et là, très souvent, on fait la voix du client, on challenge pour pouvoir avoir quelque chose de plus clair possible et de plus accessible. Parce que ce que tu évoques là, ça donne envie d'être lu. Donner envie d'être lu et d'acheter. Voilà. Et troisième point, à partir du moment où c'est la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire que la soutenance arrive. Alors, il est clair que tous les appels d'offres ne font pas appel à de la soutenance. Elles sont d'ailleurs parfois rares et c'est parce qu'elles sont rares qu'il faut se préparer. Oui. Là, il faut clairement pouvoir s'entraîner à l'oral, faire passer les messages, avoir des éléments de langage qui sont affûtés et aller chercher le client et le ramener sur ces sujets d'enjeux et de besoins et pas uniquement sur nos volets techniques. Cette soutenance, en fonction de la qualité des acteurs, ce qu'on évoquait à l'étape 1, en fonction de ce qu'on a écrit, cette soutenance, elle est bien souvent soit de souligner effectivement nos points forts, soit de traiter nos points faibles, soit de corriger effectivement des éléments qu'on a pu analyser en cours de route.
Et tout ça, évidemment, ça doit se faire avec des répétitions sur lesquelles on ne passe pas toujours beaucoup de temps. Et là, on est sur des sujets, évidemment, de stratégie d'offre. Il n'est pas sans rappeler, évidemment, Vincent, que quand, en tout cas, Tops Consult accompagne un de ses clients, on a un engagement d'exclusivité et de confidentialité. C'est une évidence, mais c'est quand même bien de le rappeler. Exactement. Donc voilà, donc les 3 temps, je construis ma stratégie, mon offre, et je passe du temps aussi au niveau de la soutenance. Et comme vous le voyez en bas, on a illustré quelques ateliers. C'est ce qu'on aime faire en fonction de la maturité ou de votre urgence. On peut intervenir en pompier, ne serait-ce que pour la répétition d'une soutenance, pour faire la voix du client. On peut aider à relire une synthèse d'offre ou, et là on va rentrer dans la présentation d'Alexandre Perga, où il y avait une approche sur presque 2 ans de la candidature jusqu'à là. Alors, quelques éléments concrets, si vous aviez 1 ou 2 sujets, à mon sens, à retenir, parce que tout ça, il y a plein de choses que vous connaissez. Ce qui est important, c'est de ne pas rater les étapes. Souvent, on va très, très vite à la réponse. Mais cette notion de carte des acteurs, de sociogramme, de se dire finalement sur les 10-15, quels sont les 2 ou 3 qui vont compter et quels éléments de langage et quelle stratégie d'approche. Et il faut que dans ma synthèse d'offre, je nourrisse ces 2 ou 3 personnes. Donc ça, c'est vraiment un premier clé et c'est là où c'est intéressant de challenger. Le deuxième, c'est le tableau que vous avez en bas qui est hyper simple et extrêmement puissant pour identifier les besoins critiques des clients, d'où l'importance de les connaître en amont, d'évaluer notre niveau de réponse. Est-ce qu'on répond plutôt très bien, puisque c'est notre zone de confort? Est-ce qu'on répond moyennement? On est en orange, ou est-ce qu'on n'est pas très bon alors que c'est un besoin critique? Ce que tu me décris là, Frédéric, c'est que ce document en bas à gauche, c'est un peu le fil conducteur de la mission quand elle va de l'étape 1 à l'étape 2. Complètement. Et c'est extrêmement structurant puisque ça va alimenter la stratégie d'offre, les éléments de réponse et nos points faibles, et derrière les éléments différenciants. Et la troisième question, donc j'ai identifié les besoins, j'ai évalué mon niveau de réponse qui peut être bon. Troisième question, il est bon, mais est-ce qu'il est plutôt meilleur ou moins bon que la concurrence? Voilà. Et ça, c'est un tableau visuel extrêmement utile et qu'on a d'ailleurs utilisé encore avec l'expérience du Centre international de recherche contre le cancer sur lequel Alexandre Perga va intervenir. Dernière petite synthèse. Allez, une synthèse de ça, parce qu'on a dit beaucoup de choses et Frédéric en parle toujours avec passion en tous les cas, parce qu'en fait, tout le travail qu'on vous présente là, c'est quand même le fruit de réflexion entre des expériences très diverses au sein de Tops Consult, entre des experts dans le conseil, des experts par métier, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous présente une réponse qui peut répondre à des projets, à du service, mais en tous les cas, notre méthode, tous les cas, ce qu'on vous propose, elle est éprouvée, et notre seul enjeu, c'est que conquérir du chiffre d'affaires et transformer les taux de transformation, et d'améliorer le taux de transformation. Donc, en fait, en résumé, une démarche qui est flexible et par atelier, pour vous accompagner sur vos projets, en fonction des enjeux, comme on l'a évoqué, du projet, des enjeux du client, ses besoins, la maturité de vos équipes, et puis, bien souvent, c'est les ressources mobilisables, en interne ou en externe, dans la période du besoin de la réponse à l'appel d'offres. Les appels d'offres publics sont très contraints en termes de délai, les appels d'offres privés un peu plus larges, mais en tous les cas, ils sont très consommateurs de ressources, et le cycle rebondit à un rythme qui est parfois difficile et qui se couple avec l'autre. Pour info, il peut être intéressant, tout le monde ne l'a peut-être pas fait, c'est d'évaluer le coût de réponse à un appel d'offres. Et quand on met des chiffres derrière, dans le secteur public, on peut parfois être proche du million d'euros pour des très grosses affaires. Mais s'il n'est pas rare d'être autour de 300 ou 500 000 euros, donc il est extrêmement important, quand il y a de tels investissements, de pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette et d'avoir fait les choses en bonne édition. Voilà, dans certains secteurs d'activité où c'est très bien duré, mais dans le BTP, dans l'énergie, il n'est pas rare de compter 1, 2 à 3% sur des appels compétitifs, d'appels d'offres compétitifs. Donc, c'est des enjeux financiers non négligeables. Deuxième aspect, en fait, on l'a évoqué, des ateliers à la carte. Ils sont mobilisables par vous, indépendamment des autres, pour épauler vos équipes sur les sujets critiques. Ça va être un sujet d'identification d'acteurs, ça va être un sujet spécifique, technique sur un domaine, ou alors ça va être ne serait-ce qu'un sujet de rédaction finale pour arriver à avoir une synthèse qui soit celle que l'on souhaite, le message que l'on a envie, qui donnera envie. Le message, il doit y avoir du fond, mais il faut que ce soit sexy, il faut que ce soit accessible. Comme tu disais tout à l'heure, il faut que ça donne envie. Il faut qu'on sorte de notre carcan uniquement technique. Nos concurrents sont aussi techniques que nous. Sinon, on n'a rien à faire sur le marché. Qu'est-ce qui va faire la différence? Et on voit dans tous les exercices la difficulté qu'on peut avoir parfois à trouver les éléments différenciants. Ça prouve bien que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Et là, notre idée, c'est d'apporter des outils, des méthodes
pour challenger, faire émerger ces fameux éléments différents. De la même manière, vous êtes plusieurs sur une offre pour répondre. En général, il y a plusieurs personnes qui analysent et ça veut dire que la forme de l'offre, la présentation de l'offre est importante pour qu'elle puisse être segmentée et répondre à chacun. Donc, c'est le plus conducteur. Enfin, une méthode et des outils, et c'est notre proposition très opérationnelle que vous pourrez, au travers d'un appel d'offres, vous approprier et donc réutiliser à l'envie une fois que vous aurez pu la mesurer ou l'évaluer sur une première offre. Dans tous les cas, c'est une méthode qui s'approprie et qui se met à sa signature. Ça, c'est un point intéressant pour vous tous qui nous écoutez et Alexandre Perga pourra probablement en témoigner. C'est qu'un projet important nécessite parfois un accompagnement quand on veut être certain qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Mais il faut l'accepter tel quel, c'est un investissement. Donc cet investissement, il a deux retours sur investissement. Un, se donner toutes les chances sur un appel d'offres. Mais comme tu le rappelles, deux, ça permet aussi aux équipes de s'approprier des nouvelles méthodes et des nouveaux outils et qui serviront demain pour d'autres types d'offres et d'appels d'offres, parfois moins importants, moins stratégiques ou plus. Mais en tout état de cause, vous aurez acquis, parce que nous, on transmet après l'ensemble des outils que nous, on adore transmettre, communiquer. Et après, les gens nous appellent s'ils ont des besoins très concrets, très opérationnels. Et enfin, un quatrième point qui nous paraît majeur en tous les cas, et on est toujours à la recherche de la boule de cristal, c'est l'assurance de tenir le planning et le timing de la réponse. Notre offre, notre rapport, effectivement, à ce que nous proposons, c'est l'assurance de tenir le planning, l'assurance de donner du rythme aux différentes étapes du projet, de manière à ne rien oublier de ce qu'on a souhaité mettre dans l'offre, et qu'au final, le temps, ce fameux temps, puisqu'on peut décider d'avoir des ressources complémentaires, on peut décider d'avoir une compétence technique propre, en tous les cas, le temps, on ne maîtrise pas. Nous, ce qu'on propose, effectivement, c'est d'être celui qui va tenir le fil conducteur et permettre à tout un chacun de pouvoir exprimer le meilleur de lui-même, l'écrire de la meilleure des façons pour être lu, et puis effectivement que la synthèse soit la plus sexy possible et donner envie d'être lu. Dans un appel d'offres public, bien souvent, on a des échanges compétitifs, des dialogues compétitifs, mais en moins, il y a des offres sur lesquelles la réponse, elle est brute en une étape. Après, tu parles d'appel d'offres public parce que c'est souvent ce qui consomme énormément de temps et d'énergie, mais quand dans le domaine privé, industriel, quand on répond à des appels d'offres mondiaux, chez un Danone ou dans le domaine du papier, etc., il faut avoir également cette approche systémique tournée autour de la voix du client. Très, très souvent, c'est quelque chose qu'on aime apporter. C'est ce retour d'expérience très opérationnel. Puisque tu évoques là, c'est qu'effectivement là, on est dans des systèmes d'achat pur et dur, j'allais dire, dans lesquels effectivement, il faut aussi appréhender cette technique d'achat. Exactement. Et enfin, il y a des considérations budgétaires. Et bon, sachez juste que l'entreprise est data-dockée et peut vous permettre, d'ailleurs, pour certains appels d'offres, de faire passer des budgets sur le budget formation. Enfin, quelques références avant de passer la parole à Alexandre. Merci Alexandre pour votre patience. Juste pour illustrer des sujets très concrets, qui peut le plus, peut le moins. Le CIRC est un très beau projet de près de 40 millions d'euros, sur lequel on a travaillé de A à Z. Évidemment, tout le mérite en revient aux équipes d'Alexandre et à Alexandre. Nous, on n'est qu'un modeste contributeur. Mais comme quand on gagne une affaire, on ne sait pas grâce à quoi on l'a gagné, tant mieux quand on l'a gagné. Donc, et d'autres références dans d'autres secteurs, dans le domaine des services. Donc là, notamment une entreprise dans le secteur de l'énergie. Donc là, c'est des marchés pluriannuels à 150 millions d'euros sur 10 ans, donc 15 millions d'euros par an. Des marchés beaucoup plus petits dans la restauration collective. Des marchés qui peuvent faire entre 100, 500, 1 million d'euros par an. Mais pour notre client, c'était le sujet stratégique. Et puis, une grosse réalisation aussi dernièrement, on vient d'apprendre, qui était un marché de près de 120 millions d'euros. On a accompagné un client dans la carte des acteurs et dans la synthèse d'offres et pour identifier les éléments différenciants. Ça a été un vrai sujet extrêmement intéressant. Voilà, on pourrait rentrer dans nos détails. Dans le service, dans le projet, on intervient un peu sur les différentes formes. En tous les cas, notre méthode peut s'adapter à ces différents types d'appels d'offres. De toute façon, un appel d'offres, petit, moyen, grand, secteur public, secteur privé, IT, énergie ou que sais-je, ça fait l'objet d'une logique de compréhension de la carte des acteurs et d'analyse de ses besoins pour y répondre d'une façon différenciante. Merci Alexandre pour votre patience. On est parfaitement dans les temps, il est à peine 11h30. Donc, deux temps dans votre intervention, si vous voulez bien. Première chose, si vous voulez présenter un peu votre belle entreprise. Et ensuite, on pourra rentrer un peu dans le détail. J'aurai quelques questions à vous poser pour un peu illustrer la façon de parler. Oui, bonjour. Si vous m'entendez, levez la main. C'est bon?
Oui, oui, je vous entends. Personnellement, je vais plus fort, mais non, je vous entends parfaitement. Bonjour à tous. Donc moi je suis Alexandre Targa, je suis directeur d'une entité de bâtiment du groupe de Mathieu Barre à Lyon. De Mathieu Barre, c'est un groupe de BTP d'immobilier qui existe depuis 160 ans, qui réalise un chiffre d'affaires d'1,5 milliard dans les ouvrages d'art, le bâtiment, la maintenance et l'immobilier, composé de 3800 collaborateurs. Parfait. Merci Alexandre. Un mot sur le projet, le beau projet du cirque. Oui, c'est l'objet de l'illustration du jour. En 2016, alors que mon entité locale faisait une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, j'ai eu le projet le défi de m'intéresser à un appel d'offres un petit peu hors norme pour moi, le Centre international de recherche sur le cancer, qui devait s'implanter à Lyon dans le cadre d'un marché public lancé par la métropole de Lyon, dans un format conception-réalisation. Donc, on est adossé avec des architectes et des ingénieries pour proposer le meilleur projet possible en réponse à un cahier des charges. C'est un bâtiment qui dépend de l'OMS à Genève, donc c'est un bâtiment de l'ONU et qui accueille 300 chercheurs internationaux de 28 pays qui sont là pour trouver ce qui dans notre environnement est cancérogène et le proscrire donc dans les produits pour que l'humanité se porte mieux. Donc un projet sur le plan humaniste très intéressant, un projet hors norme pour mon entreprise, puisque c'était plus que mon chiffre d'affaires. Un sujet où on n'était pas du tout attendu, c'est plutôt réservé à des majors du BTP parce qu'ils sont habitués à répondre à cette taille. Mais j'avais à cœur de m'y intéresser et puis de le remporter. Merci Alexandre. Du coup, ça c'était le contexte. Pourquoi vous avez fait appel à nous Comment est-ce que c'est comment vous avez c'est un projet hors norme. On n'est pas attendu. On a un déficit clair de notoriété. On n'est pas habitué à traiter ce type de gros contrat. J'ai l'intention de faire appel à une équipe internationale composée de Belges, de Canadiens, de Français pour répondre à ce dossier international. Différences de culture, pas d'habitude d'approche commune et convergente. La volonté, c'est d'avoir quelqu'un qui soit un petit peu en dehors, un petit peu en dedans, pour nous aider à processer l'enthousiasme, à vérifier qu'on n'ait pas de trou dans la raquette, et puis à canaliser les énergies et faire en sorte qu'on arrive d'une part à se qualifier, puis ensuite à produire le meilleur dossier possible. Concrètement, comment ça s'est passé? Parce que pour beaucoup de nos participants, qu'on remercie et qu'on salue à nouveau, on peut se dire, mais c'est quand même compliqué de faire intervenir un tiers sur un métier peut-être qu'ils ne connaissent pas, et puis mon groupement, ils ne le connaissent pas, et puis le groupement, ils ne vont peut-être pas être d'ailleurs d'accord, ou l'équipe projet va peut-être pas être d'accord ou enthousiaste au début. D'ailleurs, ça, c'est peut-être des sujets sur lesquels on peut revenir. Voilà, concrètement, comment ça s'est passé? Alors, nous, on se connaît, Tops Consult et de Mathieu Barre se connaissent depuis 2014. Vous intervenez pour former les commerciaux 2-3 fois par an sur l'ensemble du groupe. Donc, on connaît votre approche. on a la volonté d'aller dans ce sens-là. C'est vrai qu'il faut un petit peu convaincre les autres du bien fondé d'un intervenant externe parce que il va nous consommer du temps, parce qu'il va consommer aussi un préfinancement. Mais globalement, j'ai réussi à les convaincre et puis c'est dans la durée que l'efficacité a été démontrée. Donc comment ça s'est passé? Il y avait deux phases. La première phase, c'était comment faire en sorte qu'on nous donne notre chance, parce que c'est un appel d'offres marché public sur candidature au départ. Il y a eu 9 dossiers, n'en prenait que 5. Donc là, il a fallu construire une candidature complètement atypique, qui répondait aux attentes du client, qui suscite l'intérêt, qui soit différenciante. Et on n'a pas eu trop de mal à le faire. On a fait converger des idées, on a fait des ateliers de travail ensemble. On a construit un petit flyer qu'on a pu mettre aussi dans notre candidature et qui résumait nos principaux atouts en résonance avec les attentes du client. On n'a pas eu trop de mal à passer cette première phase. Et puis quelques mois après, on est rentré donc dans le concours. Donc 5 groupements mis à concourir, les plus grands architectes du monde, les plus grandes entreprises d'Europe, et puis donc nous. Et donc là, ça a été sur 4 mois la conception d'une offre dans le process que tu as précédemment décrit.
Ok, mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que c'est logique que dans un premier temps, tout le monde est extrêmement contraint par le timing. Et je me rappelle que quand vous aviez lancé cette première journée de travail en réunissant les équipes, au début, tout le monde était un peu en dedans en se disant mais quelle idée de faire travailler, de faire venir un consultant alors qu'on n'a même pas le temps. Je grossis le trait, mais je pense que c'est vu de cette façon-là. Et puis finalement, au fil de la journée, en les faisant travailler sur des sujets très concrets, j'ai envie de dire, mais c'est à vous à le dire, que ça peut contribuer à une dynamique collective dans le projet pour embarquer finalement la plupart des personnes, pas uniquement le patron de projet qui est motivé. Moi, ce que j'avais apprécié dans votre coup de fil, c'était la passion. Alors, ça s'est entendu là. C'est quelque chose, c'était un projet qui vous parlait au cœur avant même de parler à la tête. Et ça aussi, c'est quelque chose qui pour nous est important. Mais derrière, il y a aussi, ça peut contribuer, malgré eux, dans un premier temps, à les embarquer dans une dynamique collective vertueuse. Oui, ben c'est un projet qui réunit une vingtaine de personnes, hein. On va dépenser 300 000 € à peu près. On a 1500 pages à lire, à comprendre, et puis produire un plan avec produire un projet avec sa maquette BIM en moins de 4 mois. À la réception du dossier, tout le monde a envie déjà de rentrer dans sa partie. Donc les faire venir tous dans la même salle et puis se poser une journée pour dire mais attendez, qui est le décideur d'abord? Donc quelles sont ses attentes? Qu'est-ce qui est écrit? Quelles sont ses attentes cachées? Comment on y répond? Quelles sont les pistes pour notre offre? Au départ, ça fait peur, et puis finalement, ça fait converger, ça fait adhérer, ça fédère les équipes, et donc ça a été les bonnes bases d'un concours qui s'est passé dans les meilleures conditions. Dans l'équipe projet qu'on avait constituée, qui était au nombre de 4 personnes, à un moment donné aussi, on avait fait un peu la voix du client, si vous vous rappelez bien, dans la nécessité aussi d'avoir la vision du maître d'œuvre pour ceux qui ont l'habitude du secteur public. Je suis bien conscient qu'ici, tout le monde ne travaille pas dans le secteur public, mais ces mêmes règles s'appliquent au privé, évidemment. Mais le fait aussi de mettre dans l'équipe quelqu'un qui, chez nous, était un ancien dirigeant d'un bureau d'études, donner aussi l'éclairage et l'œil d'une des parties de la matrice décisionnelle. Donc on a travaillé sur les attentes, qui est le vrai décideur, quelles sont ses attentes réelles, quelles sont ses attentes cachées, quelle est la proposition de valeur qu'on fait en rapport avec les besoins du client, comment on fait en sorte qu'il perçoive immédiatement la valeur qu'on lui propose et cette valeur qui doit être en résonance avec ses besoins. Donc à chaque fois, on a constitué notre positionnement d'offre et en même temps, on a essayé d'évaluer la trajectoire des concurrents. Qu'est-ce que notre concurrent va certainement répondre au vu de ce que je connais de lui? Et du coup, est-ce qu'on est vraiment différenciant? Est-ce qu'on ne l'est pas? Est-ce qu'on appuie sur ce sujet-là ou on met pas trop de poids du corps parce que de toute façon, tout le monde aura pensé à cette idée. En tout cas, nous, on a vraiment fait, on a vraiment eu un axe différenciant sur le concept. Le bâtiment que vous voyez là, a une forme d'une cellule comme un logo vu du ciel. C'est un bâtiment qui est biomimétique, donc qui s'inspire du vivant, qui réagit avec son environnement, sur la chaleur, sur l'exposition solaire. Donc il y a des verres qui se teintent, il y a du mouvement. Voilà, un bâtiment inspiré du biomimétisme et un bâtiment en forme de cellule, comme un logo vu du ciel. Voilà, c'est la proposition qui a émergé lors de ces ateliers, qui a fédéré toutes les équipes et qui a fait vraiment la différence parce que c'était pas du tout ce qui était prévu au cahier des charges. Et c'était vraiment en résonance avec l'aspiration des gens qui travaillent à l'intérieur du cirque, qui sont des chercheurs de très haut niveau, internationaux, et qui s'engagent pour une cause humaniste. C'est pas des gens qui cherchent un médicament contre le cancer, hein, c'est des gens qui sont plutôt véganes, très écolos, qui ont un peu peur de tout ce qui peut être nuisance cancérigène. Et un bâtiment inspiré du vivant, un bâtiment iconique qui reprend les codes d'institutions internationales où on est fier de pénétrer et de travailler. Ça a clairement fait la différence et c'est né au cours de ces ateliers. Ouais, un point important, moi je relève 2 points dans votre intervention, histoire après de pouvoir faire réagir les uns les autres. Vous pouvez déjà poser évidemment vos questions. C'est que finalement, vous avez dit qu'on a peut-être répondu que partiellement au cahier des charges. Autrement dit, et ça c'est un point vraiment intéressant à partager en retour d'expérience, c'est qu'au-delà de ce qui est écrit dans un cahier des charges, public comme privé,
Si on comprend réellement, si on va chercher les enjeux, si on se questionne collectivement sur les enjeux, on peut probablement élaborer une offre qui répond vraiment aux enjeux et aux besoins du client plus qu'au cahier des charges. Et vous venez de l'expliquer, c'est ce qui a fait, c'est certainement un des sujets qui peut faire gagner. Et le deuxième point, en retour d'expérience de ce qu'on a pu vivre ensemble, c'est que, et j'attire l'attention à tous là-dessus, il y a une grande différence entre points forts et éléments différenciants. On peut être tenté, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, de faire une offre en parlant de nos points différenciants comme nos points forts. Et je me rappelle du premier atelier où on avait listé peut-être 8 points forts, 8 points différenciants. Et après, en challengeant un peu, en se questionnant, en fait, on en avait beaucoup moins, ce qui est tout à fait normal. On en avait un sur lequel vous avez construit votre stratégie d'offre qui vous a fait gagner. Et tout le mérite en revient à votre archi et à vous et à l'équipe et au projet et au pricing. Mais n'empêche que la mise en avant, la mise en évidence, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est aussi un point de vigilance que je partage avec vous tous. Il y a une grande différence entre je suis le seul, monsieur le client, à vous proposer ça. Ça, c'est un élément différenciant. Mes points forts, réactivité, proximité, très bien. Mais tout le monde en parle et répond au cahier des charges. Vos collègues, vos concurrents vont également y répondre. Je voudrais une question, Alexandre. J'ai entendu effectivement dans votre propos le côté de l'expression non écrite, ce qui ne figure pas en fait dans le cahier des charges. Ça veut dire que quand vous parliez de carte d'acteur tout à l'heure, ça veut dire que vous êtes allé chercher cette information? Oui, alors il y avait un président du jury, une commission d'appel d'offres, mais en fait le vrai décideur, c'était l'ancien maire de Lyon qui venait d'être nommé ministre de l'Intérieur et qui gardait un œil sur la ville. Donc il a fallu qu'on fasse la part des choses. Quels sont ses intérêts à lui sur ce projet, sur quel projet il va orienter. Et donc voilà, il y avait vraiment de l'importance à savoir qui était le vrai décideur derrière tout ça. Et moi, ce qui m'a marqué dans les ateliers, ça a été la synthèse, parce qu'on a remis une offre qui fait 6 classeurs avec une maquette numérique, quelque chose qui est extrêmement dense et complexe à lire. Et quand il a fallu qu'on compose une synthèse de 1000 mots qui résume tout ce travail et tout ce concept, ça a pris une journée à 4. On a vraiment beaucoup planché. Et la synthèse, c'est un petit bijou qu'on s'est permis de remettre après pour que chacun ait la version officielle de notre offre, qui n'est pas à construire son propre résumé. C'est donc en jury, à la fin de notre présentation, on a pu remettre cette synthèse. Et donc, on ancre comme ça les points forts de notre offre dans la mémoire des membres du jury qui ont un certain nombre de dossiers à passer et donc qui ont besoin de se faire leur propre résumé. Nous, c'était pré-mâché. C'est extrêmement intéressant ce que vous dites, on l'a tous vécu. C'est-à-dire que quand on est pris par le temps, on a l'obsession de répondre à l'ensemble des points du cahier des charges et on a presque la faiblesse de penser que c'est notre client qui va se faire son idée de notre passion pour le projet et puis de ce qui va nous différencier. Et comme vous le rappelez, absolument pas. C'est à nous et c'est qu'il incombe de construire une synthèse d'offre avec un parti pris, une stratégie, une fois de plus, c'est l'art de faire les choix et les bons choix. On fait un choix stratégique. Et c'est sur ce choix-là qu'on va communiquer et qu'on va pré-mâcher les éléments de langage pour être certain, après peut-être qu'on se trompe, mais au moins, c'est un choix, un parti pris et du coup, on n'a pas de regret sur le sujet. Et ça permet de constituer le fil conducteur de la présentation orale puisqu'on avait une soutenance quelques mois après. Ouais. Voilà, forcément, on a les 3 messages clés qui sont dans cette synthèse et qui sont les fils conducteurs du développement de notre oral. Clairement. Et d'ailleurs, un petit mot peut-être quand on avait préparé la synthèse, c'était assez intéressant parce que la première version était une version où on était plus dans la technique. Et finalement, la répétition à l'oral, qu'est-ce que vous en retirez comme bénéfice? La fédération de l'équipe a permis aussi à tout le monde de s'approprier les codes du concept. On est tous un peu ingénieurs, mais il y avait autour d'un architecte et il a un petit peu diffusé. Et du coup, chacun a fait une présentation en lien avec la partie de l'architecte. C'est-à-dire que comme lui, il s'inspirait d'une architecture inspirée du vivant, biomimétique, on a même fait une composition de l'oral autour de ce champ lexical. C'est-à-dire que les ingénieurs structure ont parlé du squelette, les ingénieurs de l'enveloppe ont parlé de la carapace, les ingénieurs
des systèmes de ventilation, on parlait des poumons, les ingénieurs des productions d'énergie, on parlait du cœur, les ingénieurs de distribution électrique, on parlait du système nerveux. Donc il y avait une vraie cohérence, il y avait une vraie marque différenciante sur la façon aussi de raconter une offre technique qui a fait l'unanimité du jury au final. Ouais, c'est une belle. Mais déjà, vous en parlez, c'est déjà une belle histoire qui nous fait déjà vibrer. Quand on vous écoute, on sent la passion. J'ai le sentiment, en vous écoutant ce matin, qu'on voit même de l'émotion. Vous pourriez dire qu'en fait, vous avez su traduire de l'émotion dans votre offre? Oui, tout à fait. Et puis, et c'est tout à fait en lien avec l'engagement des chercheurs sur la cause, hein, parce qu'ils pourraient gagner beaucoup d'argent sur des industries pharmaceutiques, et ils sont engagés sur une institution de l'ONU pour éradiquer le cancer. Donc, forcément, il fallait qu'on rentre dans leur code, dans leur façon de s'approprier les choses, pour leur parler. Et puis, c'est quand même beaucoup plus sympa de réaliser un projet comme ça que de construire une usine de cigarettes. Ouais. Il y a un point important aussi, le parcours que vous présentez et qui est un bon retour d'expérience pour nous tous autour de cette table virtuelle aujourd'hui, c'est que finalement, quand on est outsider, on est obligé d'en faire un peu plus. On revisite les codes. On est obligé de se pousser un peu plus par rapport à probablement le major installé et qui va dérouler avec son professionnalisme. On n'est pas leader pour rien. Pour autant, il y a probablement une prime à l'agilité, une prime à l'émotion, sortir du projet purement technique, peut-être aussi une des clés du succès, parce que finalement, nos concurrents sont comme nous. Ils auront les mêmes collaborateurs, qui ont les mêmes formations, qui ont les mêmes travers de cette culture technique versus un manque de culture commerciale. D'ailleurs, souvent, on dit, c'est que si on est trop bon commercialement, c'est que ça doit cacher quelque chose techniquement, donc il faut sortir de ça. Et du coup, vous illustrez bien le fait de vous être approprié une posture qui était clairement différenciante sur le fond comme sur la forme. Sur la motivation, elle était collective, hein. Même, je me rappelle, l'architecte, je lui ai dit, écoute, face à toi, il y a le plus grand architecte du monde. Il y avait Norman Foster, donc l'architecte du viaduc de Millau, du Concomber à Londres, enfin voilà, le plus grand architecte du monde. Il était admis à concourir. Je lui ai dit, si tu veux raconter à tes enfants un jour que tu as tapé Norman Foster, c'est maintenant. Donc on avait tous cette niaque, hein, et puis bon, au-delà de cette envie, il y a eu une efficacité collective. Quel bénéfice t'en as tiré Voilà. Déjà un gros marché, ouais. une notoriété qui a explosé, hein, sur la place, parce que c'est le plus gros marché, c'est le plus gros chantier en cours, hein, de la métropole de Lyon, parce que le chantier est en cours, il sera livré en 2022. C'est une vitrine aujourd'hui et l'entreprise a décollé. Et puis la méthode, elle est ancrée, quoi. C'est-à-dire les 4 phases que vous avez citées et que je vais pas répéter. Finalement, quand on l'a pratiqué une fois, le réflexe, il est là. À chaque fois, on ramène. Mais en fait, qui décidera sur ce dossier-là, quels sont ses vrais besoins, est-ce qu'ils sont exprimés, est-ce qu'il y en a qui seraient cachés, comment on y répond, est-ce que la perception de cette valeur, elle est claire, est-ce qu'il faut qu'on la présente un petit peu mieux pour qu'il ait vraiment la sensation de percevoir une valeur différenciante et qui répond à ses besoins. Voilà, c'est un ancrage dans toute l'équipe commerciale qui est un acquis, quoi. Alors du coup, une des questions qui nous vient, c'est que, puisque vous parliez de méthode et d'acquis, est-ce que vous avez aussi, parce qu'on parle d'appels d'offres à presque 40 millions d'euros, on parle de secteur public, il y a plein de personnes qui ne s'y retrouvent pas forcément ici, puisqu'on est plutôt sur des marchés plus petits de services, un bureau d'études également qui va. Est-ce que vous avez la conviction que ce type de méthode peut s'appliquer à tout type d'appel d'offres? Moi, je disais, le réflexe, il est acquis chez nous. Nos marchés, c'est de 200 000 à 15 millions. Hein, donc, on est mis en concurrence sur tous les marchés. Et cette méthode, on se l'applique, quelle que soit la taille de l'opération sur laquelle on répond. D'accord. Merci. Autre question, est-ce que Tops Consult était présent à la préparation de la soutenance? Oui, mais une fois, je me rappelle. Pas toutes, mais une, pour jouer le rôle de faux jury. Et puis, imaginez les questions que les détracteurs du jury pourraient nous poser pour préempter nos faiblesses et savoir y répondre. Clairement. Ça, c'est un des points importants qu'on a déjà souligné, hein, c'est le fait de se mettre à la place du client et de se dire mais pourquoi, quelles pourraient être les objections, qu'on soit suffisamment humble et pragmatique pour pouvoir
anticiper plutôt que de faire parfois la politique de l'autruche en disant peut-être que ça, ils ne vont pas nous questionner. Et il vaut mieux préempter, avoir quelque chose de très Et par exemple, la plus grosse préemption qu'on ait faite sur les problèmes, notre architecte qui est extrêmement brillant, architecte belge, pas très à l'aise sur l'exposé oral, notamment pour expliquer son concept du biomimétisme. Donc rapidement, on a eu l'occasion de lui exposer et on a remplacé sa partie de l'exposé oral qui expliquait son concept par un dessin animé. Donc finalement, on a composé avec lui un scénario de dessin animé, on l'a fait réaliser par une société de production belge. Et donc, on a proposé un dessin animé de 3 minutes à la place de sa partie, parce que ça mettait des images sur un texte au bon moment, ça le soulageait, lui, de cette pression qu'il avait au jury qui le rendait mal à l'aise, pour le permettre de lui dégager de l'attention pour répondre un peu mieux aux questions du jury. Et en plus, ce dessin animé que vous retrouverez sur les réseaux sociaux ou sur Google en tapant Cirque, est un vrai support com pour le client aujourd'hui qui s'en sert pour promouvoir son ouvrage. Donc, la préemption de nos faiblesses, c'est-à-dire le mal-être de l'architecte pour exposer son concept face à un grand jury, a donné naissance à une super force. Oui, c'est de faire presque un point faible, un point fort. Ça aussi, c'est des sujets sur lesquels on avait travaillé ensemble. Parce que vous l'évoquiez, de Mathieu Barre, PLB, qui est le nom de la filiale locale, souffrait d'un manque de notoriété et de taille, logiquement, par rapport au major. Et du coup, en faisant plus, mais avec tact et justesse, ça permet de sortir du lot par rapport à finalement aux autres acteurs qui étaient attendus et installés. Et ça, c'est souvent un point important sur lequel on peut et on doit capitaliser. Une question, est-ce que vous pouvez revenir sur la durée et le timing? Ça a duré combien de temps l'accompagnement? C'était sur quelle période globalement? En fait, le temps du maître d'ouvrage public était compliqué parce qu'il y a eu une candidature en 2016. Donc voilà, c'était une intervention ponctuelle. Le concours a duré 4 mois en 2017. Donc là, l'accompagnement, il était d'une fois tous les 15 jours. Et une fois qu'on a remis l'offre, on a attendu 5 mois d'analyse avant de repasser à l'oral. Et là, on s'est remobilisé. Je crois que vous êtes venu 2 fois. 2 fois avant l'oral, qui était en décembre 2017. Ok. Merci. En termes de réutilisation aussi, pour faire un exemple concret, puisqu'on parlait, c'est évidemment aussi un investissement, se faire accompagner. D'ailleurs, il n'y a pas de tabou. C'était sur 2 ans. Il y a eu quand même pas mal de travaux. Est-ce que vous avez un souvenir à peu près du budget de l'intervention C'était 30 000 € sur une dépense concours à 300 000 d'accompagnement pour un marché de 35 millions. D'accord. Et ça parce que c'était sur toute la durée Oui, on est bien parti de la candidature, de l'appel d'offres et la soutenance. On prend un exemple, là, on travaille avec une de vos collègues dans le nord de la France et quand on parlait de capitalisation avec Marie, aujourd'hui on se sert de votre synthèse d'offres justement comme point de départ. Il ne s'agit pas de faire du copier-coller, mais les choses étaient bien faites. Et ça aussi, c'est ce qu'on appelle, et c'est une question que j'aimerais poser à tous les participants, c'est quoi le patrimoine commercial de votre entreprise? Qu'est-ce qu'on a écrit? Quels sont nos acquis? Quels sont notre ancrage? Et entre autres, ça contribue effectivement à faire monter en compétences et en nombre cette notion de patrimoine. Alors, je veux bien des royalties si vous revendez ma synthèse. Ça, c'est pour votre interne, cher ami. Donc, vous ferez des facturations au niveau de votre direction régionale du Nord. Il ne semblait pas être au courant. Bon, merci. On ne veut pas abuser de votre temps. Merci de votre invitation. Merci à vous pour votre confiance. Merci Alexandre. C'était très intéressant. On a vu qu'il y a eu beaucoup de questions. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On les notera et on les fera passer. On vous répondra. Et passer à Alexandre une bonne fin de journée et puis une bonne fin d'année puisqu'on est en train de toucher le bon bout et on espère que 2021 ne ressemblera pas, mais on en est convaincu, à 2020. Donc à bientôt et merci encore Alexandre pour votre parole. À bientôt. Et puis nous, on va conclure au plaisir. Donc merci en tout cas à tous pour votre assiduité parce qu'on voit que vous êtes encore nombreux. Donc pour terminer, vous pourrez télécharger sur notre site des fiches méthodologiques, comme on vous disait tout à l'heure. Nous, on est très partage. On part du principe que ce n'est pas tant l'outil qui est utile que la façon de l'utiliser, mais déjà que vous puissiez vous appuyer sur quelques outils, ils sont à votre disposition. Donc, ces notions de qui est Georges, en fait, qui est le décideur,
Oui, cette ça, notion c'est- de PIF, hein, c'est ce moyen mnémotechnique pour se rappeler qu'un bénéfice, ça s'oriente et ça se questionne autour de la performance, autour de l'image, autour de la finance, donc du volet économique, de pouvoir construire une synthèse d'offres tourner autour des bénéfices clients et des éléments différenciants. Voilà. Vous retrouverez tous ces points sur notre site internet et ils sont à votre disposition. Évidemment, nous on est à votre disposition pour échanger avec vous et vous les commenter. Enfin, voilà, petite question. Question complémentaire quand même, effectivement, on vient d'évoquer un certain nombre de sujets et on se posait une simple question avec Frédéric, c'est avez-vous des appels d'offres qui arrivent dans ces 3 mois qui viennent? Au-delà de la trade des confiseurs, mais c'est vrai que pour préparer début 2021, avez-vous des appels d'offres? Donc là encore, vous pouvez vous répondre. Vous allez recevoir en définitive pour cette question, ce qu'on va vous transmettre, on va vous transmettre un lien qui vous sera envoyé par. Il apparaît là. Il apparaît. Voilà, vous l'avez, un sondage live envoyé par Carole Roussel, qui est notre spécialiste de la communication digitale. Et j'en profite pour la remercier parce que pour tous ceux qui ont organisé des webinaires, ça peut paraître. Au début, je pensais qu'il suffisait de se mettre devant une caméra et de parler. Et je la salue, ainsi que Franck Pouzet, l'équipe communication de Tops Consult pour ce travail remarquable. Et donc, Carole vient de vous envoyer un lien donc pour le sondage. Le sondage aussi que vous avez sous les yeux qui reprend finalement les grandes étapes. Il portera à nouveau sur le déroulé de la méthode, de ce que vous avez pu effectivement découvrir en tous les cas de la présentation de notre offre. Découverte des enjeux clients qui nous semblent majeurs. Le témoignage d'Alexandre en est quand même un sujet très important. Hein. Le décideur final n'était pas dans la commission d'appel d'offres. Donc ça, c'est quand même des sujets forts. L'élaboration d'une stratégie de réponse, effectivement, sur des périodes qui a quasiment duré 2 ans entre la candidature et l'appel d'offres. Les éléments différenciants, on a senti qu'au travers de sa synthèse, il y avait même, on avait donné envie d'être lu, mais au-delà de ça, on avait traduit l'émotion de la recherche et de la fonction de ce bâtiment. Vous avez bien identifié leurs points faibles. On a beaucoup senti en fait chez Alexandre, chez BLB, effectivement cette notion de bien préempter qu'il n'était pas l'entreprise élue en tous les cas ou l'équipe attendue. Donc si vous souhaitez approfondir tous ces sujets, mieux préparer une offre finale, construire une synthèse d'offres, mieux préparer une offre finale, voire un entraînement à l'oral, parce que bien souvent, dans de nombreuses procédures aujourd'hui, on nous demande de remettre un travail écrit, mais en fait, par le temps qui court, on se retrouve à devoir présenter à l'oral ces questions. Et en général, ça nous permet effectivement, dans cette étape d'oral, de compléter notre offre, voire effectivement d'amender notre offre. Voilà, on a une question sur les ESN. Donc, on a des retours d'expérience et comme l'a rappelé d'ailleurs Alexandre, quelques références qu'on vous a montrées, travailler sur des systèmes IT ou de prestations et donc répondre à un appel d'offres de cette nature. On l'a déjà fait et 2, ça répond toujours aux questions clés. En tout cas, la méthode des questions arrive au même moment, quel que soit le type de vente. Mais on pourra en reparler d'une façon plus détaillée pour être plus précis par rapport à la question. Bon, on a tenu le planning, il est 11h55, on a à cœur de démarrer à l'heure. Et merci à tous pour votre ponctualité et de terminer à l'heure. Voilà, on va vous souhaiter d'abord des bonnes fêtes de fin d'année. Avant tout, d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà, parce que cette année a été rude. Donc, ravi en tout cas d'avoir pu partager ce moment avec vous. Et puis, vous souhaiter sur 2021 d'abord évidemment de la santé pour vous et vos proches. Et puis de gagner quelques beaux appels d'offres avec ou sans Tops Consult. Ce n'est pas le sujet, mais on a eu plaisir en tout cas à partager, à faire ce retour d'expérience avec vous tous. Merci Vincent. Merci Frédéric. Excellente journée à vous. À bientôt et bon week-end. Au plaisir. Au revoir à tous.